Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale où je rencontre messieurs Bill Ninax et Richard Leroux qui ont dû, en janvier 2020, mettre fin aux opérations de la coopérative La Clé. Et cette coopérative-là avait quand même plus de 25 ans d'existence. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Comment est née la coopérative, monsieur Ninax? La coopérative est née d'une volonté de 3 amis de longue date, Richard Leroux, Ginette Genois et moi-même, de vouloir travailler ensemble parce qu'on avait souvent milité à la Corporation de développement communautaire. Mais on avait également entrepris des études. Ginette avait fait une maîtrise en service social, Richard était en maîtrise, moi je faisais mon doctorat, et on voulait pousser plus loin nos réflexions sur le communautaire, pour le communautaire. C'était ça, on voulait faire quelque chose ensemble. Ah oui. Et qu'est-ce que la coopérative La Clé? Mais probablement que la meilleure façon de la définir, c'est par son grand nom, qui s'appelle la coopérative de consultation en développement La Clé. Donc, commençons par la première, coopérative. On est une coopérative de travail, au départ avec 3 membres. Coopérative de consultation, on était des consultants qui voulaient donner de la formation au groupe, qui voulaient faire de la recherche auprès de la problématique du communautaire, et il manque le troisième, le service conseil, c'est-à-dire on a accompagné au fil des temps beaucoup de groupes, beaucoup d'organisations dans leur organisation. Donc, coopérative de consultation en développement. Donc, notre mission, notre fondement, c'était le développement des individus, développement des organisations, développement des communautés. Et la clé, tu te rappelles pourquoi qu'on a appelé ça la clé? Parce que Ginette avait dit que ça sonnait bien. Ça sonnait bien, mais c'était aussi, on s'est dit, bon, ben parce que c'était un peu long, il faudrait avoir comme un petit nom rapide, la clé du développement. Bon, c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. OK. Et qu'est-ce qui vous distinguait, vous, comme service conseil, d'une autre firme de service conseil? Mm-hmm. Bill, vas-y donc. Qu'est-ce qui nous distinguait? Notre orientation était, à l'époque, au tout début, de vouloir travailler avec le milieu communautaire. Mm-hmm. On voulait que nos services puissent être disponibles pour des groupes qui ne pouvaient pas, généralement, se les payer. D'autres firmes chargeaient des prix plus forts que nous. Et nous, on était prêts à avoir des tarifs moindres pour les groupes communautaires. Aussi, on avait une orientation pour la démocratie, pour un milieu un peu alternatif. On ne souhaitait pas nécessairement faire de l'argent en tant que tel, mais on ne voulait pas non plus ne pas vivre de notre travail. Alors, qu'est-ce qui nous distinguait des grosses boîtes? C'était un peu ça, je pense. Mais il y avait peut-être aussi, Bill, probablement notre approche, qu'on n'a pas vu beaucoup dans d'autres services là, de conseils comme nous. Nous, on avait une approche participative. On s'est jamais imposé comme étant les experts qui arrivent à une place puis qui vont dire aux gens quoi faire. Les gens participaient dès le départ à définir c'est quoi le contrat ou c'est quoi qui est sur la table, et c'est ensemble qu'on bâtissait à la fois la méthode que le sujet même du contrat. Ensuite, il y avait, je pense, notre approche durable. Donc, on avait ça dès le début. Puis, quand on dit durable, c'est aussi des fois holistique, c'est-à-dire holistique, c'est qu'on voit les choses dans leur ensemble, un peu comme le développement durable. Donc, quand on arrivait là, souvent les gens voyaient leur problème, un petit problème très pointu,
Et nous, notre première chose à faire, c'était d'essayer d'élargir ça pour voir le problème dans son ensemble. Un peu comme le développement durable qui dit ce n'est pas que l'environnement, mais c'est aussi l'économie, le social et l'humain. Donc, je pense que c'était des grands thèmes qu'on a voulu tout de suite en partant mettre de l'avant pour développer notre coopérative. OK. Oui. Et vous étiez 3 au départ. On était 3. On était 3 travailleurs autonomes. Autonomes. On n'avait pas suffisamment d'argent pour avoir des salaires. Donc, on faisait des contrats individuellement. Et durant les premières années, on est allé chercher des contrats où on essayait de travailler ensemble. On l'a fait avec l'histoire de la Corporation de développement communautaire. On l'a fait aussi avec la recherche pour les cuisines collectives, où on a travaillé collectivement, mais ce n'était pas nécessairement suffisamment de contrats pour nous permettre d'être salariés. Mm-hmm. Et sur 25 ans, ça a été la période, le début, mais est-ce que ça a évolué avec le temps? En termes de travailleurs? Oui. C'est-à-dire, on a eu un peu un développement des fois en accordéon, c'est-à-dire où on avait beaucoup de membres qui étaient là parce qu'il y avait beaucoup de contrats puis que ça avançait, puis des fois, on a rapetissé. Mais je pense que Bill, ce qu'il disait avec, par exemple, les cuisines collectives, je pense que ça a été comme un point de départ puis qui a fait boule de neige, c'est-à-dire, on dirait qu'avec la cuisine collective, on a compris réellement c'était quoi que ça voulait dire, les intentions de départ qu'on avait. Okay. Parce que on est arrivé là et on était des gens du communautaire qui aidaient des gens du communautaire. On n'était pas des universitaires qui arrivaient pour faire une recherche-action. Parce que c'est une recherche-action qu'on avait faite avec eux. Donc ça a continué tout le temps. Mais Bill, tu pourrais peut-être faire un peu là, rapidement l'histoire là, de notre évolution. Là. Des différentes étapes. On était chanceux. À la fin des années 90, il y a eu un programme pour le soutien de l'économie sociale. C'était nouveau. Et nous, coopératives de travailleurs, on était une entreprise d'économie sociale. Et on était capable d'avoir une petite subvention qui nous a permis d'avoir une personne adjointe administrative et d'avoir un salaire temporairement pendant une période pour pouvoir recruter un nouveau membre qui est venu de l'extérieur et de prendre des plus gros contrats. Mm-hmm. Donc, on s'est élargi à l'extérieur du milieu communautaire. Entre autres avec l'Institut national de santé publique, où on a travaillé un cadre de référence pour le développement de communautés. Et progressivement, on faisait du développement, on dirait structurant aussi. On a aidé un organisme à mettre sur pied un organisme localement, le CALAX, l'organisme qui travaille avec les femmes, les familles victimes de violences à caractère sexuel. Mais on a été aussi, on a pu aider à structurer le Réseau canadien de développement économique communautaire, qui est un organisme pan-canadien, mais qui est né à cause de nous, qui existait à Victoriaville. Par la suite, ça nous a amené à travailler avec des bailleurs de fonds, comme la Fondation Lucie et André Chagnon, qui était nouvelle des années 2000. Et nous, on a commencé à travailler avec eux en 2004. Et ça nous a permis encore de faire plus de rayonnement, parce que finalement, les mandats devenaient plus grands. Qu'est-ce qui nous distinguait à ce moment-là? C'est qu'on travaillait d'un bord avec des bailleurs de fonds et on travaillait d'un autre côté avec les groupes qui faisaient des demandes aux bailleurs de fonds.
Et ça nous permettait de donner des services conseils aux deux niveaux, montrer comment les deux pouvaient s'harmoniser ensemble. Mais ça nous a amené aussi à mieux préciser les concepts avec lesquels on travaillait comme conseiller, comme Richard le disait tout à l'heure, dont le concept d'empowerment a été le lien entre les différents types de développement. Et là-dessus, on a fait notre réputation pendant plusieurs années. Oui, me semble. Mm-hmm. Le concept d'empowerment étant le côté développement des capacités d'agir. Donc, si on donne un peu la traduction française, là, donc c'est certain que dès le départ, on avait comme cet outil-là, on avait cet actif-là de ce que Bill avait fait au niveau de son doctorat et qui avait approfondi le concept. Donc, on se sentait outillé. Puis, ajoutons à ça des concepts comme le développement économique communautaire. Quand on parlait tantôt d'économie sociale, ben c'est ça que ça veut dire, c'est que il y a un développement qui n'est pas simplement économique ou un développement qui n'est pas que seulement social, mais un développement économique communautaire qui est un peu un développement holistique. Donc, c'est avec ces outils-là, je pense que on a bâti là, notre coopérative, qu'on s'est bâti une réputation, je pense, et qui a fait en sorte que puis je voudrais juste dire en passant que tout ça, ça venait un peu de tout ce qu'on avait appris, nous, dans les Bois-Francs, dans le communautaire. Et ça a permis que ce que le communautaire des Bois-Francs était a rayonné un peu partout. Puis on s'est fait interpeller. Tantôt, il parlait du REDE, qui est une organisation pan-canadienne des francophones hors Québec. On a été où Bill a été en Europe, on a été dans d'autres provinces canadiennes, on a bâti, je pense à travers le Québec, de Val-d'Or à Chibougamau, là, j'allais dire, on était un peu téméraire. On était un peu téméraire, on prenait des risques. Premier contrat qui était l'INSPQ, qui est quand même une grosse organisation au niveau provincial. On l'a fait, puis on était content, puis on a grandi en même temps qu'on faisait les affaires. Et quel était ce type de contrat-là avec l'INSPQ? Ben, qu'est-ce que vous faisiez concrètement, là? Ben, l'INSPQ, c'est que eux, peut-être que je peux te laisser en parler, là, mais rapidement. Ils voulaient savoir comment travailler avec les communautés locales pour la santé publique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a animé un réseau de personnes qui travaillaient dans les différentes directions de santé publique. Et on fait des recherches entre des réunions pour amener l'idée de faire un développement intégré avec la santé dans le centre et les différentes organisations, institutions dans le réseau de la santé, c'était quoi leur rôle par rapport au développement de la communauté et comment ils pouvaient faire pour permettre aux communautés locales d'avoir leur pouvoir d'agir en termes de santé. Le pouvoir d'agir, l'empowerment dont on parlait tout à l'heure. Mais c'était, comme Richard disait, un peu téméraire de penser que nous, on apporterait ça. Finalement, on était capable de faire un va-et-vient, je pense, entre les personnes qui n'avaient besoin et nos connaissances qu'on pouvait même augmenter en faisant des recherches plus participatives. L'INSPQ en était un. Et oui? Juste dire que on avait, entre autres, comme une roue. On voyait ça comme une roue. On fait de la recherche pour améliorer nos connaissances. On donne de la formation pour
par rapport à ce qu'on avait dans les connaissances. Et après ça, on allait dans les groupes pour faire du soutien organisationnel. Mais à chaque fois qu'on faisait quelque chose, on apprenait. On apprenait, donc un alimentait l'autre. Quand on allait dans les groupes, c'est certain qu'on apprenait beaucoup, puis après ça, ça revenait au niveau de la recherche, puis ça revenait au niveau de la formation. Donc, on était comme un peu dans une spirale à trois volets qui nous faisait avancer, je pense. Et dans cette spirale qui vous amenait un peu partout, qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans les Bois-Francs? Parce que vous êtes toujours resté dans les Bois-Francs. Parce qu'on avait des blondes qui ne voulaient pas sortir des Bois-Francs. C'est exactement. On était chez nous. Ouais. Et on offrait ici un service que normalement on ne retrouve que dans les grands centres urbains. Oui. Parce que il n'y a pas d'université à Victoriaville. Et ce qu'on faisait, c'est la même chose que des universitaires font ailleurs. Mais on a fait le pari qu'on pourrait le faire ici en essayant de développer des outils de communication de telle façon qui nous permettait de rester en lien avec nos clients. Qui nous a amené cependant des problèmes parce que finalement, le recrutement, on avait beaucoup de difficultés à trouver des personnes prêtes à déménager à Victoriaville. Ah oui, c'est ça. Mais on a quand même réussi parce que on avait une membre qui était de Québec, il y avait quelqu'un de Montréal, donc notre situation de recrutement nous a comme imposé de trouver des façons de communiquer puis de travailler à distance, déjà nous autres dans le temps. Mais on n'avait pas peur d'utiliser les nouvelles technologies. Non, c'est ça. Et l'Internet se développait. Nos premiers ordinateurs étaient des gros Mac de couleur turquoise et rouge. Puis tout le monde trouvait que c'était très beau. Mais on utilisait ça pour faire du travail à distance. On faisait du Skype en 2008, 2009, entre les membres de l'équipe. Et aujourd'hui, on le fait à cause de la pandémie. Mais une douzaine d'années passées, on le faisait par besoin. Parce qu'autrement, on n'aurait pas pu fonctionner. C'est ça. Mais l'autre chose aussi qu'on a dû créer, parce qu'on était en région, c'est notre centre de documentation. Le centre de documentation qui, dans ses meilleures périodes, c'est quoi? On avait évalué qu'il y avait à peu près 10 000 titres ou 10 000 références dans notre centre. On avait 11 000 fiches qu'on pouvait faire des références. Il y avait probablement autour d'un 5-6 000 documents en tout, qui aujourd'hui... Autant français qu'anglais. Oui, dans les thèmes du développement organisationnel, individuel et territorial. Et avec la fermeture de la coopérative, que sont devenus ces documents-là? Les documents du centre de documentation sont à l'Université du Québec à Chicoutimi actuellement, où normalement, ils doivent servir de noyau pour une bibliothèque au campus de cette île. Parce que le campus de cette île n'a pas de bibliothèque. Et donc, tous nos documents devenaient leur bibliothèque. Il est assez volumineux pour ça. Les autres, on a des documents sur de format numérique. Et ces documents vont être disponibles sous peu sur le site de Passerelle. Et nos documents papier sont rendus à Archives Bois-Francs. Ah bon? Oui, et c'est ça. Donc, il y a une pérennité, ça va continuer, ces documents-là vont servir encore. Ben, on l'espère. C'est notre petite... notre petit legs là, qu'on donne, là, étant donné que faut qu'on ferme faute de relève, là, mais je pense que ces traces-là vont rester. Mais ça va avec notre volonté du début de partager nos connaissances.
Ah oui. On a toujours voulu continuer à partager nos connaissances. Et on ne vendait pas nécessairement pour faire un profit de nos connaissances. On voulait beaucoup plus être capable d'avoir un revenu, mais pour le partager. Et donc, nos bailleurs de fonds, certains contrats qu'on a eus nous ont permis de faire ça. On était très chanceux. Vous avez travaillé au niveau régional, au niveau national. Parlez-nous d'un contrat ou de quelques contrats où vous êtes vraiment fiers de ce que vous avez accompli dans ce type de contrat-là. Je peux commencer, moi, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec les cuisines collectives. Pour moi, c'est probablement le contrat où on a eu le plus d'impact, c'est-à-dire autant sur les cuisines collectives que peut-être sur l'ensemble des groupes communautaires qui ont vu que c'était possible de faire des recherches scientifiques pour essayer d'aller plus loin puis essayer de comprendre davantage les problématiques sur lesquelles les groupes travaillent. Et avec les cuisines collectives, on a fait 2 recherches-actions. Recherche-action qui veut dire recherche scientifique, mais tout en travaillant sur le terrain avec les gens. Moi, c'est quelque chose pour lequel je suis très fier, puis qui a permis d'en faire d'autres par la suite, des recherches comme celle-là. Il y avait le projet Vers l'impact qu'on a eu, qui a duré 3 ans, et qui était un projet sur le développement des compétences des personnes qui travaillaient dans des comités locaux, qui rassemblaient des différents acteurs sur les saines habitudes de vie ou encore sur l'entrée scolaire réussie. Cet projet a donné naissance à un organisme qui aujourd'hui s'appelle Communagir et qui offre des services conseils, pas des services conseils, des services de formation et des outils à tous les organismes, municipalités qui veulent faire du développement des communautés locales. Et ça vient directement de nous. On a, durant ce contrat, mis sur pied un programme avec le Cégep de Victoriaville de formation à distance sur le développement des communautés, qui existe encore aujourd'hui. C'est toujours là. On a pu développer des outils d'analyse, si on veut, sur les différentes façons de faire du développement. Et ça, on les trouve sur le site de Communagir. Donc, ça a été un projet extrêmement important. Durant le projet, il y a différentes personnes qui ont travaillé, qui sont devenues des coachs ou autres dans différents organismes. Et donc, on a formé du monde ici aussi avec nous. Puis moi, j'allais dire, je t'écoutais parler, puis quand on regarde l'ensemble de ce qu'on a fait, ça, c'est les contrats qu'on a réalisés. Mais je pense que ce qu'on peut être le plus fier, c'est notre coopérative de travail. On a tout fait ça de façon collective, sans recherche de capitalisation ou une coopérative, c'est quand même un organisme sans but lucratif, là. Puis je pense que ça, c'est un legs de montrer que, ben oui, on est capable de faire des entreprises qui durent dans le temps, qui réalisent des grandes choses, mais sans recherche de profit excessif et tout en travaillant de façon collective. Et avec la démocratie à l'interne, c'est ça. On prenait des décisions ensemble, tout le monde, et tout le monde avait un vote. Hein. Et donc, si la coopérative a été réduite à un moment donné, c'est que collectivement, on a pris un vote. Et chaque personne pouvait avoir son mot à dire là-dedans. Durant la période de Vers l'impact, on a également eu suffisamment de revenus pour avoir des ristournes. Et les ristournes, finalement, tout le monde a eu des ristournes dans la coopérative. Au même niveau, c'était pas nécessairement le poste
qui déterminait qui aurait plus d'argent. C'est d'autres formules qui étaient beaucoup plus démocratiques. Même les contrats devaient passer par un genre de vote. C'est pas juste moi qui décidais que je m'en allais là. Il fallait que l'ensemble de la coopérative accepte le contrat. On avait une tarification différente entre les institutions et les groupes communautaires. Ça aussi, on était fiers. Alors, un beau 25 ans où vous avez offert à la population, aux communautaires et même à d'autres organisations, vraiment des services qui leur ont servi, qui vont servir encore longtemps. Je vous remercie, messieurs. Vraiment, ça a été un plaisir de discuter avec vous de ce projet qui était innovateur pour l'époque et qui a duré plus de 25 ans. Alors, je pense que votre engagement à soutenir les organisations sociales d'ici ou d'ailleurs, avec des actions concrètes, c'est vraiment une source de motivation pour nous tous et toutes. Alors, merci encore. Vous êtes pas mal fine. Merci à vous. Ce fut un plaisir. J'espère que cette émission a su capter votre intérêt. Merci. À la prochaine. Je me nomme Jacinthe Lavoie et je suis une auteure, conteuse et illustratrice jeunesse des contes de Petite Souris et j'habite à Notre-Dame de Ham. Je suis honorée cette année d'être la marraine de la 7e édition du concours littéraire Plume qui s'adresse aux 6 à 17 ans des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Tu as jusqu'au 25 février 2021 pour écrire un récit ou un poème sur le sujet que je t'ai choisi. En attendant le beau temps. Tu cours la chance de voir ton texte dans un vrai livre ou gagner un prix de participation. D'ici là, en attendant le beau temps, j'ai très hâte de te lire.